Bienvenue encore à toutes et à tous sur ce deuxième épisode de Scope 3 Stories. On va essayer en fait de faire parler le Scope 3. Grand sujet que ce fameux Scope 3 qui résume à lui tout seul les enjeux d'interdépendance entre les entreprises en matière de décarbonation. Euh, et donc, ce premier épisode, on a invité un de nos clients Motul et aujourd'hui, on est avec le groupe Rossignol et notamment Laure Jarlot. Alors, je suis, Renaud Bétain, je suis le vice-président de l'action climat chez Sweep. Et donc, je vais animer et te faire parler, Laure, puisque tu es notre hôte aujourd'hui. Merci de d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que déjà tu peux te présenter et puis peut-être dans la Ouais. foulée nous en dire un peu plus, nous présenter Rossignol. Eh ben, avec plaisir. Donc du coup, je suis, responsable, RSE du groupe Rossignol, et je m'active à faire, bouger cette entreprise et faire plein de choses depuis, déjà, une vingtaine d'années. Donc c'est un groupe que je connais bien et donc Rossignol, fabrique, et commercialise des articles de sport et aujourd'hui, du coup, c'est une entreprise de 1 300 salariés dont, 600 en France et un chiffre d'affaires, autour de 370 millions d'euros. On a des usines, du coup, en Europe, pour fabriquer, des skis, des fixations, des chaussures et aujourd'hui, 80 de notre chiffre d'affaires est lié aux équipements de sport d'hiver et 20 dans d'autres choses. Vous êtes basé en Isère à Grenoble. Exactement, et le siège social est basé en Isère à Grenoble. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur l'origine de Rossignol? Je te demande ça parce que euh, on va aborder tout de suite les sujets de transformation et ça, je trouve que c'est hyper important de savoir d'où vous venez. Donc, si tu peux nous raconter brièvement l'histoire d'Abel. Exactement, je peux vous raconter l'histoire, d'Abel Rossignol qui, en fait, avait une petite menuiserie, familiale, du coup, qui travaillait dans l'industrie textile parce que du coup, en fait, au XXe siècle, dans la région de Voiron, et du coup de tout le bassin rhodanien, il y avait beaucoup d'entreprises, en fait, textiles et donc Abel Rossignol, en fait, fabriquait du coup, des canettes, en bois pour les métiers à tisser. Mais quand même, elle voyait déjà les cimes enneigées qui l'appelaient. Il a commencé à fabriquer, quelques, paires de skis en 1907. Du coup, c'est vraiment la date de création, de Rossignol. Mais 80 de son chiffre d'affaires, lui, était encore sur, du coup, les grandes soieries lyonnaises. Et puis en 1950, ça a été la crise du textile qui a touché, du coup, toute la région, Rhône-Alpes et l'entreprise a dû, du coup, muter, se transformer et à ce moment-là, du coup, ils ont fait un switch et ils se sont concentrés, du coup, sur toutes les activités de sport d'hiver qui étaient à cette époque-là en plein développement et du coup, ils ont laissé, tomber, l'industrie, textile. C'est hyper intéressant et effectivement, les termes de mutation et de transformation, on va les aborder tout de suite. C'est intéressant de savoir que ça fait partie de votre ADN et que de manière générale, et c'est ce qu'on essaye, nous, de pousser comme sujet, c'est que sans transformation et adaptation du modèle d'affaires au regard des contraintes physiques du changement climatique, des contraintes réglementaires, euh, l'entreprise ne survit pas. Donc pour se balader dans ce fameux top 3, je vais vous présenter les 3 familles, de Scope 3 qu'on a imaginées, en commençant par le transformatif. Donc heu, je vous les présente toutes les 3 et puis on reviendra avec toi, Laure, en fait, sur chacun de ces enjeux. Alors le premier, je l'ai appelé le Scope 3 transformatif. En fait, il intègre à lui tout seul tous les enjeux de mutation, je reprends ton terme, Laure, et de transition heu, profonde du business model. Si on parle de catégorie d'émissions, alors c'est moins votre cas ici, mais on retrouve beaucoup d'émissions issues de l'usage des produits vendus. Donc là, on pense à des industries, comme le oil and gas ou l'automobile ou l'aviation, d'accord? Qui ne concernent pas Rossignol, mais dès que vous avez un signal avec comme ça une source d'émission qui vient de l'usage des produits, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que cette entreprise a des enjeux de transformation énormes et qu'elle doit très probablement faire moins sur certaines de ses activités pour en faire plus ailleurs. Là, on est vraiment au cœur de la résilience du modèle et du ROI. Je vous ai mis un tout petit, heads up sweep, parce que justement,
Ce scope 3, il est en train d'évoluer. J'en parlais hier dans ma newsletter sur des nouveaux indicateurs de suivi de la transformation du scope 3. C'est-à-dire que plutôt que de simplement parler de sources d'émissions de CO2 dans le scope 3, on commence à parler d'unité fonctionnelle de l'entreprise, d'accord? Le nombre de sticks que vous vendez, le nombre de paires de chaussures de trail, on va y venir. Je suis ravi parce que je fais un petit peu de trail aussi, et que je crois que vous venez de sortir des super chaussures. Donc notre système Track, il permet en fait de suivre vraiment le nombre de produits vendus qui révèle votre adaptation à, l'évolution du changement climatique ou de la réglementation. La deuxième famille de Scope 3, c'est une famille qui relève de la collaboration dans votre chaîne de valeur. Donc là, je vais rien vous apprendre, mais c'est principalement avec vos fournisseurs, donc on va en parler avec toi, Laure. Et là, il y a un sujet d'engagement et de partenariat avec vos fournisseurs. Hem, il faut faire mieux, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de créer, en fait, une coopération étroite avec les fournisseurs pour les engager dans leur propre réduction d'émissions de CO2 dont vous allez bénéficier. Et donc là, on commence à parler de plus en plus d'influence et donc on va revenir là-dessus, Laure, et tu nous expliqueras comment tu fais, en fait, pour engager tes fournisseurs. Et le troisième, c'est le contributif. Si on prend des catégories du scope 3, on peut, facilement identifier des façons pour l'entreprise de contribuer à la décarbonation des autres, notamment de vos clients. Et là aussi, on reviendra là-dessus. Donc, je rembobine et donc Laure, je voudrais poser une première question. En préparant, ce webinaire, tu me disais tout simplement que vous étiez en train de devenir une entreprise, en fait, de sport de montagne et que vous étiez une entreprise de sport d'hiver. On voit qu'il y a déjà eu, en fait, cette évolution, cette mutation à l'origine, donc il y a plus de 100 ans, bientôt 120. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur ces enjeux-là de transformation, justement? Ouais, alors on a fait notre, analyse de double matérialité depuis longtemps et on a bien évidemment, comme tout le monde au début, analysé uniquement nos impacts sur l'environnement avec toutes les normes ISO 14001. Puis après on s'est dit qu'effectivement, il fallait qu'on regarde aussi quand même les impacts des changements à venir sur notre, business. Donc la fameuse effectivement du coup, 2e branche de l'analyse de double matérialité. Et du coup, on a bien compris, qu'on devait se transformer. Et donc, on a commencé effectivement, depuis plusieurs années à lancer de nouvelles gammes de produits comme, des vêtements, des chaussures après-ski, des vélos. Et puis effectivement, on a sorti, il y a, 1 mois, notre nouvelle gamme du coup de chaussures de trail. Donc tu parles d'après-ski. Est-ce que vous envisagez un monde où il y a effectivement, plus de ski du tout? S'il te plaît, ne dis pas non, je Non, alors bien évidemment, pas dans l'immédiat. Aujourd'hui, dans les stations de haute altitude, en fait, ben, la neige va continuer à tomber. Par contre, effectivement, on sait que dans les stations, de basse et moyenne altitude, aujourd'hui, ben, le nombre de jours où il neige a bien évidemment, fortement, diminué. Donc effectivement, en analysant, voilà, cette double matérialité, on a bien compris que le changement climatique aurait un effet sur notre business, mais pas que le changement climatique, bien évidemment aussi, hein, moins d'eau, la limitation des ressources, enfin ça, c'est applicable pour tous les business et pour tous les gens qui fabriquent. Demain, il y aura moins d'eau pour produire dans nos usines, il y aura peut-être moins de matières premières, ça poussera plus tout seul. Le bois, entre autres, pour nous, aujourd'hui, qui utilisons beaucoup de bois, on est toujours lié à Abel Rossignol et on a toujours un cœur, et une âme en bois dans chacun de nos skis. Donc voilà, vraiment, c'est en faisant cette analyse qu'on s'est dit qu'on devait transformer l'entreprise parce qu'aujourd'hui, effectivement, les changements à venir auront, beaucoup d'impact sur le business de l'entreprise. je suis content de t'entendre dire que le point de départ, c'est la DMA, donc l'analyse de double matérialité. Hem, comment ça a été vécu en interne, enfin, cette CSRD, enfin qui a apporté, en fait, cette double matérialité? Comment c'est vécu de l'intérieur? Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur la stratégie? Nous, on parle de survie de l'entreprise, en fait, et de durabilité de l'entreprise au sens durée dans le temps. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment que le développement durable, la RSE, est devenu en fait aussi le porte-drapeau de la durabilité de l'entreprise? Au sens, il faut qu'on évolue pour continuer d'exister.
Ah ben, bien évidemment. Alors pour moi, faire de la RSE, c'est absolument pas faire du vert, c'est assurer, comme tu dis, la durabilité de l'entreprise et c'est être là pour dire, «Attention, en fait, tous les changements à venir», qui soient effectivement, du coup, tout ce qui est lié, au changement des services écosystémiques et aussi à la réglementation et cetera, vont avoir un impact sur notre business et si on veut que nos entreprises, en fait, perdurent et continuent de vivre aussi longtemps, nous, on espère que voilà, on date depuis 1907 donc on espère rester encore aussi longtemps. On doit simplement se transformer et en fait, c'est pas grave, le monde bouge, les choses changent, elles ont changé, depuis 1907 et beaucoup. Elles continuent à changer et du coup, on se doit juste de prendre tout ça en compte et de se dire: «Bah, voilà, on doit nous aussi, se transformer, transformer nos business» parce qu'on a envie que, bah, toutes ces belles entreprises qui existent aujourd'hui continuent de perdurer et en fait, c'est en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose de se dire: «Au secours, c'est grave». Non, c'est le monde a changé depuis toujours et en fait, il faut juste, s'y adapter et se dire: «Voilà, en fait, on va transformer nos entreprises pour qu'en fait, elles continuent de pouvoir exister dans un monde à +2, +3, +4 degrés et avec, tout ce qui va arriver, en fait. On doit bien évidemment baisser nos émissions, mais on doit aussi, en fait, s'adapter parce que dans tous les cas, le monde change, il a toujours changé. Donc on doit se transformer en tout cas et pour moi, la RSE, c'est avant tout, ça, c'est ce que tu dis, c'est faire en sorte que les entreprises, soient durables et alertées pour, tous les changements et toutes les réglementations qui va arriver, que ce soit sur les interdictions, d'importer des produits issus de la déforestation, que ce soit sur les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières et cetera. En fait, tout ça doit être pris en compte pour que l'entreprise puisse durer dans le temps. Quand vous sortez donc on a compris que la diversification des produits, voire peut-être demain, de nouveaux pans d'activité comme des services, ça peut être nouveau pour l'entreprise. Est-ce que vous, allez chercher des compétences ailleurs? Est-ce que vous avez des partenariats? Parce que ce mot de transformation, il peut faire peur et je pense que si on se l'applique à nous-mêmes en tant qu'individus, on sait qu'il y a des efforts à faire. Est-ce que concrètement, les efforts, ils relèvent de l'intégration de nouvelles compétences, de nouvelles façons de travailler? Tu vois? Comment tu sors 3 nouvelles, pompes pour faire des trades? Alors du coup, par exemple, sur les chaussures, aujourd'hui, on a une usine en Italie, à Montebelluna, qui est le pays de la chaussure, où sont toutes les marques de chaussures de ski, et de chaussures aussi, tout court, comme Geoff et cetera. Et du coup, on avait une expertise sur la chaussure de ski qu'on a développée ensuite sur la chaussure, outdoor et puis du coup, nos équipes effectivement se sont formées et cetera, et c'est elles, en fait, en interne qui ont développé nos chaussures de trail. Donc oui, en fait, on essaye, d'expliquer aussi aux équipes qu'elles doivent se transformer et pareil, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, fabriquent des skis qui demain vont peut-être, en fabriquer moins, mais plus en réparer, plus les transformer en de nouveaux objets, faire de l'upcycling et qu'en fait, ben, nos usines effectivement aussi vont devoir se transformer, mais en utilisant aujourd'hui, nos savoir-faire et nos compétences. D'accord, trop intéressant. Je te propose de passer au sujet suivant, à la famille suivante qui est celui de la collaboration. Je suppose que, 70 ou 80 de vos émissions, scope 3, proviennent de vos fournisseurs? Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça ressemble là? Bon, alors bien évidemment, effectivement, à la fois, oui, on fabrique, mais on achète aussi et du coup, dans tous les cas, même pour ce qu'on fabrique, on achète des matières premières et cetera qui viennent de nos fournisseurs et puis on a une partie du coup, de nos articles qu'on ne fabrique pas. Nous, on fabrique nos produits historiques, les skis, les fixations, les chaussures. Il y a d'autres articles aujourd'hui qu'on achète et donc effectivement, ce scope 3 vient de ce qu'on achète chez nos sous-traitants. Donc vous êtes dépendant d'eux pour atteindre des objectifs de décarbonation. Ouais. Tu parles de partenaires plus que de fournisseurs et tu disais même quelque chose de très, très fort. Tu disais: «On ne les lâche pas». C'est-à-dire qu'on les aide en fait. Et comment vous les aidez? J'aime effectivement beaucoup ça, de dire qu'on essaye de transformer nos fournisseurs, nos sous-traitants en véritables partenaires parce que aussi la RSE, il y a le côté social et ça, c'est hyper important en fait, d'essayer de se dire que dans ce nouveau monde, peut-être qu'on peut faire du business, différemment. Et donc effectivement, par exemple, pour nos, sous-traitants qui ne sont pas en Europe, on fait faire des audits par un cabinet, indépendant, et quand en fait un sous-traitant n'a pas, une note, acceptable,
Et ben, effectivement, en fait, on lui dit pas: «Ben, on s'en va, puis tu fabriqueras pour quelqu'un d'autre», parce que sinon, en fait, du coup, l'impact environnemental, il sera toujours ou l'impact, de social, sera toujours là de ce fournisseur, même s'il travaille pas pour nous, il travaillera pour quelqu'un d'autre. Donc vraiment, l'idée, c'est plutôt de les faire, monter en compétences, jusqu'à ce qu'effectivement, ils atteignent, en fait, des notes effectivement, d'un niveau A, parce que c'est ce qu'on leur demande, aujourd'hui Mmh. sur les audits RSE. Et avec tout ça, en faisant ça, en fait, vraiment, on crée du lien. Et puis, c'est le service, achat qui s'occupe de faire les audits, en Asie, par exemple. Et du coup, en fait, le service achat ne va pas simplement, du coup, acheter un produit. Il va acheter un produit dans une usine qui a une bonne note. Si elle l'a pas, il l'aide effectivement à monter. Et en fait, c'est pas, voilà, c'est pas, «Je t'achète le produit le moins cher possible», je t'achète le produit au prix normal dans une usine qui a, des bonnes conditions de travail, qui respecte, l'environnement, et cetera. Et du coup, c'est plus la même relation d'affaires, en fait. Ça devient vraiment des partenaires plutôt que simplement, en fait, un fournisseur, à qui on achète un produit. S'il a pas une bonne note, on le lâche et on va chercher chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, sur plusieurs sujets comme ça, effectivement, on essaye de transformer ces relations de quelque chose, je trouve, de meilleur. Par exemple, on fait de la location de vêtements de ski. Et avant, en fait, on avait quelqu'un qui louait des vêtements Rossignol, mais qui faisait ça de son côté. Et en fait, cette personne achetait des vêtements Rossignol et les louait. Et du coup, maintenant, on travaille avec lui et nous, en fait, on lui met à disposition, des vêtements de ski. Lui, il les loue et à la fin de l'année, on partage la valeur créée. Et bah, du coup, déjà, on lui en met pas forcément le maximum, donc ça, c'est bon pour la planète, parce qu'on va lui mettre la juste quantité de vêtements dont il a besoin pour louer. On va lui mettre les vêtements qui durent le plus longtemps possible, hem et on a tous intérêt à ce que ça marche, pour effectivement, du coup, récolter de l'argent en fin d'année. Et du coup, ça, c'est pour moi des relations vraiment de partenariat parce que voilà, on veut tous que ça marche. Et puis c'est bon pour la planète parce qu'au lieu qu'effectivement, contrairement à quand on vend quelque chose, on va en vendre un maximum, quand on est toujours lié du coup à ces logiques volumiques. Là, on est lié au contraire à se dire: «On va en mettre le moins possible pour moins immobiliser de stock». On va faire en sorte de mettre des vêtements qui durent hyper longtemps pour pouvoir les louer le plus longtemps possible. Et donc c'est hyper vertueux et puis partager la valeur créée, qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Ouais, ouais. Non, c'est trop bien et en plus là, ça co enfin la location relève plutôt du service. Exactement, tout Donc à là, fait. on voit qu'il y a un pas de côté sur, vendre plus de produits ou plutôt, vendre enfin, vendre plusieurs fois le même produit. Je évidemment que c'est pas ça, mais on met un pied sur le service. Tu parlais des achats aussi. Est-ce que tu as vu une évolution? Comment s'est passée l'évolution, heu, dans la prise en compte des enjeux RSE, côté achat, voire acheteur? Comment ça s'est passé, en fait? Est-ce qu'il y a eu une formation? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que vous les avez obligés? Est-ce que vous les avez, enfermés dans une pièce? Hem, Alors moi, je n'oblige personne. Je travaille qu'avec des alliés, parce que je me suis aperçue que c'est ça qui fonctionne hyper bien. D'abord, on prend un allié, on lui explique et puis ensuite se dégrise: «Mais pourquoi moi, en fait, je peux pas faire la même chose?» «Mais si, toi, tu peux faire la même chose» et cetera. Et le réseau se maille petit à petit que de gens qui ont envie de faire. Donc non, on n'impose pas, on explique, on propose. Et en fait, quand les gens, en fait, sentent que c'est eux qui ont les rênes, qui sont acteurs, qu'ils ont le choix et cetera, en fait, ils deviennent hyper forts. Nous, de temps en temps, je découvre, en fait, ce que fait le service achat. Des fois, ils m'envoient un mail: «Le mec, en fait. Ouais. ouais, pour information, en fait, on n'achète plus que du, carton blablabla et cetera et cetera. On a passé tous les fournisseurs» et je leur dis: «Ben, c'est trop bien». Après, on les outille aussi quand ils ont des questions. Par exemple, ils ont posé plusieurs fois la question: «Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, acheter, en fait, un composant ou une matière en Asie, plutôt qu'en Pologne?» Et du coup, on leur a fait des petits utilitaires en leur disant: «Bah, non, regardez, par exemple, vous allez rentrer, en fait, la quantité d'électricité utilisée». On leur a mis, Electricity Map où on voit effectivement, est-ce que l'électricité est, d'origine charbonnée ou pas et cetera selon le pays. On leur a mis des kilomètres en bateau, en camion. Et en fait, maintenant, c'est chouette parce qu'en fait, ils sont autonomes et ils savent rentrer dans un tout petit Excel hyper simple, en fait, combien cette usine va consommer d'énergie, combien la personne va faire de kilomètres en camion, en bateau. Et à la fin, il se dit: «OK, en fait, il vaut mieux acheter dans tel endroit ou dans tel endroit parce que finalement, du coup, je vais pouvoir, permettre de diminuer, le scope 3 des émissions». Et vraiment l'idée c'est de ouais, d'outiller tout le monde pour rendre chacun acteur parce qu'on sait que quand on a la main, quand on c'est nous qui décidons, bah, on a envie de faire plutôt que quand on nous effectivement, quand on nous oblige, à faire les choses. Et là, en fait, ils sont acteurs de cette baisse des émissions.
Ouais, tu parles d'une, RSE de métier, en fait. C'est-à-dire que la finance, les RH, les achats continuent de travailler avec leurs compétences, mais ils s'appuient sur les tiennes, en fait, sur les sachants du carbone, de la mesure, de la responsabilité sociétale pour continuer de faire leur métier, mais avec d'autres, C'est ça, effectivement. On a enjeux. décidé, ouais, chez Rossignol, d'avoir un service RSE réduit, le plus possible. Donc effectivement, on est 2. Il y a moi et OK, quelqu'un spécialiste de tous les calculs, carbone, d'accord. ACV et cetera dans mon équipe et ensuite, en fait, on forme, les métiers à comment, du coup, on va transformer leur métier. Donc, par exemple, c'est la R&D qui est spécialiste, des maintenant des ACV. En fait, ils savent faire eux-mêmes leurs propres ACV parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que sinon on était inefficace. Ils développaient un nouveau ski, ils venaient nous voir, on calculait, on leur disait: «Oui, cool» ou «Non, c'est pas bien ce que vous avez fait» et du coup, c'était a posteriori donc maintenant, voilà, effectivement, Mmh. pareil, voilà, avant, c'était moi qui faisais les audits des RSE, maintenant, c'est les achats. La relation est bien meilleure avec les fournisseurs, et effectivement et chacun, en fait, est outillé. C'est la communication qui fait la communication RSE. On les a formés et cetera. S'ils ont des questions, on est là pour relire mais en fait, c'est eux maintenant qui savent, utiliser les mots, recyclable, recyclabilité, matière recyclée qui effectivement il y a 10 ans, c'est des non, mais maintenant en fait, on a fait tout le monde monter tout le monde en compétences et quand c'est dans les métiers, on est beaucoup plus efficace en fait. On est capable de faire, beaucoup plus de choses en fait. C'est voilà. Mmh. C'est pareil, c'est les services Apparel qui font les vêtements, avec des matières recyclées et cetera. Enfin, de toute façon, je ne sais pas faire en fait. C'est chaque métier sait faire son métier, c'est à chacun Sûr. de le faire en sorte de le faire le mieux possible en fait. Pour avoir été consultant, je me souviens que cette phrase revient tout le temps quand on fait une mission, c'est: «De toute façon, vous ne connaissez pas mon métier, donc vous pouvez bien me conseiller, il y a que moi qui connais mon métier». Un tout petit, mot avant de basculer sur la dernière famille contributive. Je voudrais que tu nous parles en fait, de l'intégration de la filière bois. Donc chaque ski a une âme, donc un noyau en bois Mmh. et vous avez décidé donc de collaborer et de vous impliquer. Je parle d'intégration parce que pour moi, quand tu parles de cette personne qui louait, les vêtements Rossignol, vous êtes associé à lui, j'ai l'impression qu'il y a un sujet d'intégration, c'est-à-dire que la collaboration vraiment renforcée jusqu'au dernier degré et vous l'avez fait, avec, des plantations en Espagne qui vont directement vous fournir, vous, pour, l'âme de vos skis. Pareil, tu peux nous en dire un mot? Ouais, bien sûr, ça part toujours aussi tout ça de voilà, de ces fameuses matrices de double matérialité, de se dire: «OK, le bois chez nous, c'est un sujet», comme tu dis, tous nos skis ont une âme en bois. Et en plus, il y a la réglementation EUDR, interdiction d'importer du bois issu de la déforestation, on doit savoir toute la traçabilité totale. Du coup, on s'est dit: «Quoi de mieux finalement pour être sûr de d'où provient notre bois dans nos skis et de s'assurer d'une appro, hem, que de travailler avec notre fournisseur?» et jusqu'à présent, effectivement, on avait une relation, client-fournisseur. On lui commandait tant de tonnes de bois par an, puis, peu importe ce qu'il arrivait sur sa plantation, nous, on voulait du bois, voilà, bien évidemment, comme toujours, hein, au meilleur prix et cetera. Et donc là, on a décidé de s'associer avec lui, pour planter en fait, des forêts à côté du coup, de notre usine en Espagne. Donc c'est des forêts de plantation, hein, c'est pas des forêts du coup de captation du carbone, hein. C'est vraiment pour assurer en fait une traçabilité totale et une appro et donc là, c'est pareil en fait, c'est un contrat de partenariat. Nous aujourd'hui, en fait, on paye les arbres et eux plantent les arbres, entretiennent la forêt. Chaque année, en fait, on plante, 10 hectares. Donc on va planter 10 hectares pendant, 12 ans et on pense que dans 12 ans, on va pouvoir récolter, les premiers bois qui serviront du coup à fabriquer nos skis. Donc là, on en est à la troisième année de plantation. Donc on a une forêt, âge, qu'on va planter là. Donc on en a une 1 an et 2 ans déjà, Et du et donc peuplier. c'est du peuplier, ouais, ouais, qu'on met dans nos skis, et donc voilà, là, c'est pareil, en fait, du coup, on prend des nouvelles de cette forêt, on a envie qu'elle résiste, qu'elle aille bien et ça change totalement la relation, en tout Ouais. cas, avec ce fournisseur. On veut pas voilà, c'est comme avec notre client de tout à l'heure, on veut pas lui acheter du bois le moins cher possible. On veut que notre forêt se porte bien pour qu'en fait, dans 10 ans, il puisse, ou 12 ans, on verra bien, récolter cette première forêt, et nous la fournir en tant que planche de bois qu'on pourra mettre, en tout cas, dans nos skis. Donc c'est changer cette relation et en tout cas de dire qu'on est tous voilà, on est plutôt des partenaires et on a envie que tout se Oui, passe oui. bien Bah, là, c'est et ouais. et de récolter à la fin la valeur qu'on aura créée ensemble pendant toutes ces années. Et je pense que pour tout le monde, en fait, c'est vraiment très sain parce que lui, s'assure de nous garder pendant 10 ans.
au moins comme client. Donc lui, il s'assure en plus un avenir durable et nous, on s'assure une appro durable. Donc en tout ça est très bon et peut-être que si dans quelques années le peuplier ne pousse plus, j'en sais rien, je suis pas peut-être qu'ensemble, du coup, on se dira: «Bah, tiens, les prochaines forêts, on va mettre autre chose» et en tout cas, on aura cette relation-là qui fera qu'en fait, dans tous les cas, on sera prêt, pour les changements à venir et s'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas, alors pour l'instant, c'est pas le scolyte du peuplier n'existe pas, mais je pense qu'en tout cas, on sera hyper résilients, lui et nous, parce qu'en fait, on va suivre cette évolution et qu'on sera capable de s'adapter, pour au bon moment peut-être, changer d'essence de bois ou faire, autre chose. En tout cas, je pense que tout ça va permettre en tout cas d'avoir une grande résilience pour lui et pour nous. On parle beaucoup de fournisseurs engagés, mais moi, ce que je vois là, c'est plutôt un client, un acheteur engagé et ça me fait beaucoup penser aux AMAP que tout le monde qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on s'engage en tant qu'individu à acheter des fruits et des légumes toute l'année et je pense que c'est le stade ultime de la collaboration, c'est de pouvoir vraiment, être prêt et être, enfin, il y a pas meilleure définition du partenariat. Il nous reste vraiment 3 minutes pour aborder la contribution. Sandrine, je poserai la question à la fin. Merci pour la question. Hem, à l'usage, tu parlais de la fin de vie, donc on reprend là les catégories du scope 3, fin de vie, usage et cetera, conception des skis. Vous faites plein de choses. Tu m'as parlé de ski moche. J'adore, il y a les alors vous connaissez probablement tous les légumes moches. Voilà, vous parlez de ski moche, donc un peu raté, c'est ça? De réparation et de location, tu nous en as dit un petit mot et puis la seconde main aussi. Donc là, vous contribuez à, moi qui vais acheter un nouveau ski, l'année prochaine, effectivement, je crois que je vais aller regarder s'il y a des skis moches. C'est quoi cette histoire de ski moche? Exactement, bah, effectivement, c'est comme les légumes moches, on va dire. C'est qu'effectivement, à l'origine, en fait, plein de gens se disent: «Bah, non, en fait, nous, on fabrique, bah, pour nous, Rossignol, des skis super beaux, de super grande qualité et on n'accepte pas le moindre défaut parce qu'en fait, on est une marque très haut de gamme». Hem, mais quand on s'est mis, du coup, à regarder toutes les étapes du cycle de vie, ce qu'on devait faire et comment on allait, du coup, baisser notre impact, on s'est dit: «Beh, ces skis-là, en fait, OK, ils ont peut-être un petit défaut, une petite rayure, mais en fait, c'est des skis qui ont consommé du carbone, pour extraire les matières et cetera. Dans l'usine, ils ont consommé du carbone. Donc en fait, il doit y avoir pour moi un revenu associé à ça parce qu'en fait, sinon, on va devoir fabriquer un autre ski pour récupérer, en fait, de l'argent et de la valeur. Donc en fait, ce ski, il a contribué à avoir du carbone et quand on commence à faire des calculs d'effectivement d'euros versus, CO2 consommé, bah, chaque chose qu'on fabrique, finalement, il faut les vendre pour leur donner de la valeur pour éviter de refabriquer autre chose. Donc effectivement, sur notre site internet, on vend maintenant, des skis avec, défaut d'aspect. Alors ça, c'est leur nom officiel. Et donc c'est des skis effectivement qui sont, totalement skiables, sauf qu'ils ont, une petite, rayure sur le dessus et donc maintenant, on a décidé qu'effectivement, pour baisser notre impact, voilà, CO2, euros et cetera et notre intensité carbone, on doit vendre tout ce qu'on a fabriqué. Donc on vend, bah, ces skis avec des défauts d'aspect, mais on fait aussi, beaucoup d'upcycling. Donc en fait, quand on a des skis, alors là, pour le coup, qui sont pas skiables parce qu'ils ont eu un vrai problème, on les découpe, on met une ampoule, on fabrique, des lampes en ski. Quand on a des poignées de bâtons qui ont un problème, on y met un décapsuleur et on vend des décapsuleurs sur notre site internet. Là, on est en train de fabriquer encore plein d'autres produits. J'en ai vu tout à l'heure à la machine à café, je me suis dit: «Ils sont complètement dingues». Et donc en fait, bah, tout rebut qu'on a, on essaye de fabriquer des choses. Avec les dessus des skis en plastique, on fabrique des garde-boue. Enfin bref, on essaye en tout cas que pour baisser cette intensité carbone, en tout cas de donner une valeur en euros à tout ce qui a consommé du carbone. Mmh. Et de ce point de vue-là, justement, vous contribuez à la décarbonation et à la neutralité carbone, en aidant les autres, vos clients, à se décarboner. 1 minute pour répondre, vraiment 1 minute, il est midi. Aux 2 questions, donc Sandrine qui disait, qui revient sur l'engagement des fournisseurs et qui pose la question de comment engager, en fait, des fournisseurs qui sont PME, heu, vraiment qui ne sont pas assujettis à des obligations. Est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu aurais un tips, tu vois, pour pouvoir, les engager, en fait, ces petits fournisseurs? Alors, on fait beaucoup du coup d'analyse de cycle de vie pour comprendre l'impact de nos produits et donc en fait, depuis très longtemps, on se retourne vers eux en leur disant: «Mais en fait, nous, on a besoin de vous parce que sinon, on sait pas, ce que vous émettez pour fabriquer, par exemple, cette semelle de ski. Nous, on peut pas calculer, notre impact». Donc en fait, on les accompagne en leur disant: «Bah, nous, en fait, on a besoin de cette data pour calculer à nous Ouais. et du coup, bah, venez avec nous et puis si vous savez pas faire, ben, vous expliquez comment on fait» et pareil, en fait, on peut
on peut vous aider en fait à le calculer et une fois que l'on calculé, bah, une fois qu'on quand on sait, en fait, on a envie d'agir. Quand on sait que finalement l'impact vient de telle partie, on se dit: «OK, ben, si ça vient en partie du coup, chez eux de leur consommation d'électricité, de matière», ils se disent: «OK, mais en fait, je peux acheter des matières, recyclées, je peux passer en électricité verte» et du coup, en fait, bah, eux, ils vont baisser pour eux parce qu'ils ont envie aussi, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient un impact et du coup, bah, ça va nous aider, nous, forcément aussi, en fait, à décarboner notre scope 3 quand eux changent d'électricité et je pense que la clé, c'est effectivement, du coup, de les embarquer en leur expliquant qu'en fait, ben, que nous, en fait, on a besoin d'eux, et que du coup, on est tous ensemble, en fait. On n'est pas, voilà et en trouvant les bonnes façons parce que parfois, ils ont bien évidemment, peur en dévoilant leur secret de fabrication, qu'on puisse aller faire fabriquer ailleurs. Mais justement, quand ils ont senti quand même qu'on avait cette relation de partenariat et qu'on essayait de les embarquer avec nous parce qu'en fait, on est tous ensemble, que finalement, c'était pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu de nous, c'est simplement de savoir ce qu'ils font pour comprendre leur impact et pas d'aller faire fabriquer, ailleurs. Super. Et puis une dernière question, Aurélien, qui pose la question de ces peupleraies en Espagne. Pourquoi en Espagne, et pas en France? Est-ce Ah parce que notre plus grande usine de fabrication de ski est en Espagne, OK. et du coup l'idée c'est de vraiment être, bah, être local en fait, se dire, bah, le mieux c'est quand même pour éviter tous ces kilomètres, en camion, c'est de fabriquer, de produire du coup, bah, au plus près, et donc l'Espagne parce que du coup, notre usine est en Espagne. Trop bien. Je précise aussi un dernier point que vous soutenez aussi, la plantation de 100 000 arbres avec Reforestation, qui sont les amis de Sweep, sans chercher de certification et de génération de crédit carbone. Mais voilà, dans la contribution, rappelez-vous, il y a plusieurs catégories de typologie et leviers de contribution. On est au bout, Laure. C'était trop chouette. C'est passé hyper vite. Ben oui. Moi, ça m'a donné envie en fait, d'utiliser vos produits. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller, vers des marques engagées qui nous aident, nous, individus, parce qu'on a la main évidemment, les consommateurs, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est faire un geste, pour un monde meilleur et pour un monde décarboné, c'est aussi, acheter du rossignol ou le louer. Exactement, ou le louer bien évidemment, ou tenter la location des vêtements de ski quand effectivement en fait, on n'a pas une utilisation effectivement du coup, énorme. Bon, je te remercie encore. On est Eh ben merci avec plaisir. disponible. À très bientôt et bon appétit. Merci. Au revoir.